Dans les dernières années du 19e siècle, alors que le monde occidental bascule dans la révolution industrielle, une invention va bousculer à jamais notre rapport à la vitesse et au territoire, l'automobile. Ces premières machines ne sont encore que des curiosités réservées aux esprits aventureux et aux bourses bien garnies. Pourtant, dans l'esprit de quelques visionnaires, une idée gerbe. Et si l'on faisait courir ces engins? 22 juillet 1894. Ce jour-là, sur une ligne de départ improvisée dans les faubourgs parisiens, une vingtaine de véhicules s'alignent. Destination Rouen. Distance 126 km. Il ne s'agit pas encore véritablement d'une course au sens moderne du terme, mais plutôt d'un concours visant à démontrer la fiabilité de l'automobile. Les règles sont floues, les dangers innombrables. Les routes de l'époque ne sont que des chemins poussiéreux, parsemés d'ornières, empruntés habituellement par des chevaux et des charrettes. Les conducteurs, sanglés dans leurs manteaux de cuir, lunettes protectrices visées sur le visage, affrontent des conditions que nous peinons à imaginer aujourd'hui. Chaque virage, chaque descente devient un pari avec la mort. Les freins sont rudimentaires, les pneus se déchirent avec régularité, les moteurs surchauffent. Pourtant, l'enthousiasme du public est immédiat. Des milliers de spectateurs se massent le long du parcours, fascinés par ces machines fumantes qui défient l'ordre naturel des choses. Le comte Albert de Dion remporte l'épreuve sur sa voiture à vapeur, atteignant la vitesse de 19 km/h de moyenne, un exploit pour l'époque. Cette course marque un tournant psychologique. L'automobile n'est plus seulement un moyen de transport, elle devient un objet de compétition, de prestige et de passion. L'année suivante, 1895, voit naître Paris-Bordeaux-Paris, une épreuve encore plus ambitieuse. Près de 1200 km à parcourir. Émile Levasseur, pionnier français de l'automobile, accomplit l'impensable. Il conduit pendant 48 heures quasi ininterrompues, ne s'arrêtant que pour des réparations d'urgence et quelques gorgées de café. Son récit, à l'arrivée, tient de l'épopée. Hallucinations dues à la fatigue, route déserte sous la lune, ou encore panne mécanique réparée à la lueur des lanternes. Ces premières courses sont de véritables aventures humaines autant que techniques. On ne parle pas encore de pilotes, mais d'aventuriers mécaniques. La mort rôde à chaque instant. En 1903, lors de la course Paris-Madrid, plusieurs accidents mortels obligeront les autorités à interrompre l'épreuve à Bordeaux. Le sport automobile découvre sa face sombre. En 1906, c'est au Mans, sur un circuit tracé dans la campagne sartoise, que résonne pour la première fois le terme qui fera légende, Grand Prix. L'Automobile Club de France organise cette épreuve avec une ambition nouvelle, établir des règles strictes, mesurer précisément les performances et créer un véritable championnat. Ce Grand Prix de 1906 impose des innovations cruciales, un circuit fermé de 103 km à parcourir 12 fois, des zones de ravitaillement définies, un chronométrage officiel. Ferenc VI, pilote hongrois au service de Renault, remporte cette première édition au volant d'une machine équipée d'une innovation révolutionnaire, des jantes amovibles permettant un changement de pneus rapide. Cette victoire démontre que l'ingéniosité technique peut l'emporter sur la puissance. Le concept de Grand Prix se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Allemagne, Italie, Belgique organisent leur propre épreuve. Une communauté internationale de passionnés émerge. Dans les ateliers enfumés de Billancourt, de Sochaux, de Stuttgart, des ingénieurs acharnés repoussent sans relâche les frontières du possible. Louis Renault, les frères Peugeot, ces noms incarnent l'esprit pionnier d'une époque où tout reste à inventer. Chaque course devient un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. Les pneus qui explosent régulièrement font l'objet d'une amélioration constante. Michelin développe des gommes plus résistantes. Les moteurs gagnent en cylindrée, en puissance. On passe de 20 chevaux en 1895 à plus de 100 en 1910. Les châssis s'allègent, l'acier remplace le bois, les suspensions s'affinent. Cette période est marquée par une créativité débridée. Moteur rotatif, transmission par chaîne, carrosserie profilée, tout est testé, tout est possible. L'échec n'est pas une honte, c'est une étape vers le progrès. Les années 1920 et 1930 voient la course automobile muée en théâtre de rivalité nationale. La Première Guerre mondiale a laissé l'Europe exsangue, mais elle a aussi accéléré le développement technologique. Les moteurs d'avion inspirent les constructeurs automobiles. En Italie, Alfa Romeo, avec son trèfle à 4 feuilles, devient le symbole de la Renaissance italienne. Enzo Ferrari, alors simple pilote, commence à tisser les fils de sa future légende. Les victoires d'Alfa au Mille Miglia à Monza électrisent la péninsule. Outre-Rhin, dans une Allemagne humiliée par le traité de Versailles, la course automobile devient un instrument de propagande. Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, comprend le potentiel du sport automobile. Les bolides argentés de Mercedes et Auto Union, financés par des fonds publics colossaux, dominent les circuits européens. Ces flèches d'argent atteignent des vitesses dépassant 300 km/h, pulvérisant tous les records.
Les pilotes deviennent des héros nationaux. Leurs duels sur les circuits du Nürburgring, de Monza, de Reims fascinent les foules. Mais derrière le spectacle, la tension monte. Chaque victoire est revendiquée comme une preuve de supériorité nationale. Face à l'anarchie croissante des règlements et des compétitions, la nécessité d'une instance régulatrice s'impose. En 1904, à Paris, la Fédération internationale de l'automobile voit le jour. Son ambition, harmoniser les règles, garantir l'équité des compétitions, promouvoir la sécurité. Mais la tâche est immense. Chaque nation veut imposer ses normes, ses circuits, ses traditions. La FIA peine à s'imposer, naviguant entre pression politique et intérêts économiques divergents. Pourtant, elle pose les fondations d'une discipline qui cherche encore sa forme définitive. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les circuits se vident. Les usines Renault, Mercedes, Alfa Romeo sont réquisitionnées pour l'effort de guerre. Les pilotes échangent leurs combinaisons contre des uniformes militaires. Certains ne reviendront jamais. Pendant 6 années interminables, le rugissement des moteurs se tait. L'Europe brûle, les villes sont rasées, des millions de vies sont anéanties. Mais même dans ce chaos absolu, l'idée de la course automobile survit, tapie dans la mémoire collective. En mai 1945, les canons se taisent enfin. L'Europe découvre l'ampleur de la catastrophe. Pourtant, dès 1946, plusieurs courses reprennent, timidement. À Paris, au Bois de Boulogne, une foule immense se masse pour assister à une épreuve improvisée. Le besoin de normalité, de spectacle, de rêve est palpable. Les circuits réouvrent un par un. Monza, Spa, Silverstone, mais le paysage a changé. Les grandes marques allemandes sont réduites au silence. Leurs usines détruites ou sous contrôle allié. De nouvelles équipes émergent. Maserati, BRM, Gordini. C'est dans ce contexte qu'une idée prend forme. Créer un championnat mondial unifié, avec des règles communes, un calendrier cohérent, un titre prestigieux. La FIA reprend ses travaux. Des débats passionnés animent les réunions. Quel cylindre est autorisé? Quel circuit retenir? Comment attribuer les points? Et c'est l'année 1949 qui marquera le tournant décisif. Lors d'une assemblée générale de la FIA, la décision est officiellement prise. Il y aura, dès 1950, un championnat du monde de Formule 1. Formule 1 désigne le premier niveau de la hiérarchie, la catégorie reine. Les règles sont fixes. Moteur atmosphérique de 4,5 litres ou suralimenté de 1,5 litres. Poids minimum de 500 kg, essence commerciale obligatoire. 7 grands prix composeront cette première saison. La Grande-Bretagne, Monaco, la Suisse, la Belgique, la France, l'Italie et un événement exceptionnel, les 500 miles d'Indianapolis. Dans les paddocks, l'excitation est palpable. Ferrari confirme sa participation. Alfa Romeo, avec ses prestigieuses 158, se dit prête à dominer. Maserati, Talbot, Hera annoncent leur présence. Les pilotes, ces héros survivants de la guerre, affûtent leurs réflexes. Le monde du sport automobile retient son souffle. Après des décennies de chaos, d'innovations désordonnées, de compétitions disparates, la Formule 1 s'apprête à naître. Une nouvelle ère commence, une ère qui verra émerger des légendes, des drames, des révolutions techniques. Une ère qui marquera à jamais l'histoire du sport et de la passion humaine pour la vitesse.